C'est bien. Ouais. Donc voilà, remercier nos sponsors sans qui l'association aurait du mal à fonctionner, même si on ne dépense pas beaucoup, on a quand même un certain nombre de dépenses, le site web, l'organisation des conférences, ainsi de suite. Donc les sponsors, donc WHP que j'ai l'honneur de représenter. Donc on est une société de localisation, on est spécialisé dans la localisation autour de contenus d'ITA, on développe aussi des solutions autour de d'ITA et on aide les clients à optimiser les contenus. Donc, dans nos sponsors, on a aussi une société qui s'appelle Componize, qui est, je crois, représentée par Dipo, si j'ai bien entendu la voix. Euh, Componize est un éditeur de CMS d'ITA qui est soit on-premises, soit en mode SaaS et qui a une nouvelle offre récente des solutions pour le cadre, la revue par les subject matter experts, je ne sais pas comment on dit en français, les experts métiers. J'espère bien qu'on aura l'occasion d'avoir peut-être un webinar ou une table ronde autour de ce sujet de la revue. Après, nous avons l'université de Rennes 2, dont je tiens à m'excuser de les avoir oublié lors de la dernière table ronde. Donc, l'université Rennes 2 qui forme des étudiants à un métier très, très recherché, qui sont les rédacteurs techniques. Si j'en crois parmi les personnes que je rencontre en France qui travaillent autour de d'ITA, qui nous disent, est-ce que tu sais comment on recrute des rédacteurs techniques? Eh ben, je pense que l'université de Rennes 2 un des bons canaux. 4D Concept donc, est un autre de nos sponsors. 4D Concept est un éditeur de solutions autour utilisant Dita, mais aussi un prestataire de services de rédaction et d'autres services dans les domaines, principalement dans les domaines automobiles et aéronautiques, mais je pense que aussi dans d'autres domaines sans problème. Et Expleo est anciennement un système pour ceux qui les connaissent sous leur ancien nom. Donc c'est une société qui accompagne des grands comptes dans leur gestion documentaire, aussi bien dans le pilotage que dans la rédaction, et bien entendu de plus en plus impliqué dans le standard d'ITA. Voilà pour ce qui est de nos sponsors. Il y a de la place sur le slide. Je peux agrandir le slide pour permettre à d'autres sponsors de nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas si vous, si vous pensez qu'il y a d'autres sponsors qui souhaitent revenir. On sait faire de la place. Donc, Dita Molière, donc on est une association de loi 1901, je le rappelle, donc qui fonctionne grâce à ses sponsors, comme je l'ai déjà présenté. On a un site web qui est ditamolière.org, dans lequel il y a un certain nombre de contenus, notamment tous les enregistrements de nos tables rondes, et on espère mettre de plus en plus de contenu en français, bien entendu, sur ce site, en espérant aussi d'avoir des contributions de traduction pour traduire des ressources qui ont été conçues en anglais. Notamment, on a pour l'instant un guide de style. Je crois que l'auteur, c'est Tony Self, si je ne me trompe pas. Oui. De la société Scriptorium, qui est donc un guide de style qui fait en DITA, qui fait référence, qui a un certain nombre d'années, mais qui fait référence, et qui a été traduit en français par l'université des étudiants de l'université Rennes 2. Et on a un site de formation en ligne qui est learningdita.fr, qui là aussi est la traduction d'un site de formation qui a été développé par la société Scriptorium, qui est lui-même réalisé en DITA et qui est lui-même réalisé en DITA en utilisant la spécialisation de Learning and Training de DITA. Donc, pour beaucoup de gens qui ne le savent pas ou qui l'oublient parfois ou qui ne le prennent pas en compte, DITA permet de faire des contenus de formation et de digital learning en particulier, ou de e-learning en français,
ou de, je sais pas comment on dit en français, de formation en ligne pour Formation numérique, voilà, oui. sur à partir de DITA. Voilà, donc et là je tiens à remercier Marine et Rémi qui ont participé ou qui ont même fait la traduction de ce site en français. Donc, qu'est-ce qu'on organise? Donc, dans nos programmes, on organise des tables rondes. On en a fait un certain nombre déjà. On essaie de trouver le meilleur moyen pour faire participer tout le monde. Donc, on va voir aujourd'hui. On a décidé de changer aujourd'hui, de changer un petit peu le modèle, plutôt que d'avoir un expert qui vienne nous asséner ses vérités et puis qui après répond aux questions. Là, on va essayer de faire un peu différemment et de partager nos expériences sur certains sujets et d'avoir des témoins qui viennent nous présenter où ils en sont eux, ce qu'ils ont fait de façon plus particulière chez eux. L'objectif n'est pas de juger, c'est simplement de dire voilà ce qui se fait réellement dans les entreprises pour que tout le monde puisse se comparer, voire dire voilà ce qu'on peut faire. Eux-mêmes certainement ont des idées sur ce qu'ils peuvent faire mieux, donc on verra cet aspect-là. Et puis on travaille aussi sur des webinaires. On a des webinaires qui seront un peu pour l'an prochain, parce que maintenant on va commencer à partir en vacances, mais pour l'an prochain, on aura des webinaires qui sont en cours de préparation, voilà, avec nos sponsors et avec des sociétés qui vont nous présenter un petit peu ce qu'elles font. On va essayer d'alterner table ronde et webinaires. Et donc, toutes les idées sont les bienvenues. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas, on est preneur. Et toutes les volontés de faire des présentations sont bienvenues aussi. Je continue. Donc, on va parler aujourd'hui de la table ronde sur la taxonomie. Donc, comme je vous le disais, on essaie de faire avancer nos tables rondes. Donc, on a retenu, on a invité 4 témoins à venir nous présenter, nous parler un peu plus en détail de ce qu'ils font. Donc ces 4 témoins, on va les mettre à contribution dans un deuxième temps. C'est les 4 témoins qui ont accepté sans trop de pression de témoigner. Donc je les remercie. Donc il y a Julie qui représente la société Marport, qui nous présentera peut-être un petit peu ce que fait Marport et la documentation chez Marport. On a Géraldine qui est la société Exfo. Asma et Noël, je ne sais pas si, comme je ne vois pas les écrans, je ne sais pas dire qui est là ou pas. Bonjour, Asma est là. Voilà, de la société L Acoustics, et puis Frédéric de la société Biomérieux. Voilà, qui seront nos témoins. Donc, je vais passer la parole à Nolwenn, qui va animer la suite. Juste avec voilà, on a une première citation du bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose depuis 40 ans sans le savoir. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à avoir fait de la taxonomie sans même le savoir ou sans en être conscient. Donc, Nolwenn, comment tu souhaites? Je te passe la main. Il faudrait que tu me passes les droits de partage. Alors, sans vouloir couper la l'herbe sous le pied de nos témoignages, je voulais juste donner un petit peu une idée de quoi on parle. Donc ici, on a un exemple des nommages, voilà, nommage, organisation de dossiers, classification, catégorisation, liste des documents, avoir des différents types de lecteurs ou d'audience ou de public cible, une liste de produits, de la terminaux, etc. Alors, donc, l'idée, c'était un peu d'avoir un ou deux exemples à présenter, puis après, je passerai la parole à nos témoins. Écoute, je veux bien te passer, la même, mais je ne sais pas comment faire. Il faut que tu sélectionnes mon nom et Voilà, que tu... voilà, ça y est, je crois que j'ai trouvé, ça y est. Voilà. Voilà, tu es la host. Je ne sais pas si c'est toujours moi qui partage toujours, c'est toujours mon écran parce que je vois stop share.
C'est bon. Non, c'est Je bon. pense que Ouais. c'est passé chez moi. C'est bon, c'est chez toi. All right. Donc, j'avais fait une première un petit appel sur LinkedIn pour dire finalement de quoi on parle. Il faudrait juste passer en mode... voilà. Donc, 2 exemples de taxonomie relativement connus, qu'on connaît presque tous, en fait, finalement. C'est alors taxonomie ou taxinomie. Donc, on a les 2 options. La première qu'on connaît tous, c'est la classification du vivant. Enfin, c'en est une qu'on connaît, donc les espèces, les règnes, etc. Et puis, il y en a un autre qu'on connaît assez bien, c'est le système de Dewey pour la classification des objets en bibliothèque et des informations. Donc, il y a un site, si vous le souhaitez, je pourrais mettre les liens dans le chat, mais sinon, on va mettre, je pense, les diapositives à disposition. Et ainsi, en allant un peu plus en détail, finalement, donc là, on est sur le vivant, espèce, genre, famille, ordre, classe, embranchement, règne, domaine, monde du vivant. Et donc, on est clairement sur une pyramide, on va du plus petit au plus large, avec 2 objectifs, non seulement d'inventaire, mais aussi de classement. Eh bien, l'objectif, c'est quand même de distinguer les différentes espèces, etc. En pratique, nous, on ne classe pas le vivant quand on est dans une documentation technique. On a quand même, d'abord, on peut avoir quelque chose d'existant. On peut y avoir des taxonomies qui existent déjà pour un certain nombre de choses. Et puis ensuite, le périmètre qu'on a dans la doc, ce n'est pas le vivant, ce n'est pas un ensemble, c'est toujours un sous-ensemble en réalité. Et pour le coup, on a aussi des options qui existent. J'ai un autre exemple que je voulais présenter parce que je trouve que c'est intéressant aussi quand on veut faire son CV ou remettre à jour son CV. C'est drôle parce que Samuel va le reconnaître. J'ai vu que tu étais là, Samuel. C'est le référentiel des soft skills de l'ONEJ. Et par exemple, là, on n'a pas une seule catégorie de départ et d'arrivée, mais on a bien 3 métacatégories qui démarrent une organisation de soft skills. Donc, l'idée, ce n'est pas nécessairement d'avoir quelque chose de pyramidal, évidemment. C'est pas l'objectif. Donc, voilà, c'était un peu à l'introduction. Évidemment, il y a d'autres référentiels qui sont un peu plus pratiques, entre guillemets. Il y a un projet de TECOM sur tout ce qui est autour de l'industrie du futur, Industry 4.0, ce genre de choses, où ils ont un exemple de métacatégorie. Donc, assez logiquement, on trouve le type d'information, de quoi on parle, à quel moment du développement produit on parle, premier usage, maintenance, réparation, diagnostic par exemple, configuration, enfin ce genre de choses, transport, en fonction de ce qu'on a. Et puis un type d'objet, est-ce que, un exemple assez classique en DITA, c'est est-ce qu'on est dans une référence, dans un concept ou dans une procédure, ou dans un troubleshooting, par exemple, une reprise sur erreur. Donc ça, c'était aussi quelque chose dont je voulais parler pour commencer le débat. Donc je vais laisser nos témoins en parler. En réalité, effectivement, je pense qu'à partir du moment où on a fait de la terminologie, qu'on a défini un périmètre et qu'on a commencé à faire des classifications, oui, on va se retrouver avec, on est quelque part, on est taxonomiste. Alors, est-ce que c'est un grand terme ou un gros mot? On va voir. Je vais laisser nos témoins en parler de ce qu'ils ont fait et est-ce que... Donc, Julie, tu peux démarrer? Tu es là. Oui, très bien. Il en faut un, hein. Encore une fois, l'objectif, C'est ça. l'objectif, c'est juste de témoigner. Hein. C'est pas de présenter les meilleures pratiques ou de se challenger ou des choses comme ça. C'est juste de témoigner ce qui se fait dans les entreprises. Alors, si tu peux nous dire un petit peu ton entreprise, la taille de l'équipe de rédaction et voilà. Et puis, ce que tu penses que vous avez fait, ce que vous auriez pu faire. Voilà. Ouais, donc moi, je travaille pour l'entreprise Marport.
Donc, je suis dans le pôle R&D et en fait, on fait des capteurs et des échosondeurs pour le domaine de la pêche qui sont placés sur les chaluts, donc pour aider les pêcheurs à mieux pêcher. Et donc, l'équipe de rédaction, c'est simple, c'est juste moi. Donc, on n'est pas très, très nombreux et les docs sont plus à maintenir en fait maintenant. Donc, un seul poste, jusqu'ici, c'est suffisant. Et donc, concernant la taxonomie, c'est vrai que pour moi, à la base, c'était quelque chose d'assez obscur et je ne pensais pas du tout que j'en avais. Donc, la question, est-ce qu'on en fait sans savoir? Moi, clairement, c'était ça. Donc, quand tu m'as demandé, Dominique, de participer, je ne savais pas trop par quel bout commencer en fonction de mon expérience. Donc après, je pense en regardant, le plus important que je fais, c'est sur la classification de tous mes dossiers et fichiers. Parce que forcément, avec Dita, ça implique pas mal de fichiers. Donc, dès le départ, je voulais être sûre que tout soit facilement trouvable, que je puisse mettre à jour aussi facilement. Et que ce soit moi ou si un futur ou une future collègue puisse s'y retrouver quand même assez facilement. Donc, pour être dans le concret, moi, en fait, comme on a différents produits, différents capteurs, j'étais partie commencer par diviser les contenus par les types de capteurs. Et ensuite, à l'intérieur, diviser par type de manuel. Donc, les Cook Reference Guides, les User Guides, les tutoriels vidéo. Et à l'intérieur du User Manual, c'est là qu'il y avait les fichiers Dita. Et là, ensuite, j'avais mis les différents dossiers en fonction des types de fichiers. Donc, il y a les Ditaval, par exemple, il y a les images, les publications, les fichiers de reuse, quand c'est vraiment propre au même produit. Les topics aussi. Et du coup, les topics à l'intérieur, c'est le nommage auquel j'ai vraiment fait attention. Donc, pour les identifier, par exemple, les tasks, je vais les nommer T- le titre, C- pour les concepts, R- pour les références, etc. Ça, il me semble que c'était de Nolwenn que j'avais pris ça à la fac, que je suis restée sur ça. Ouais, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est des bonnes pratiques qu'on trouve d'Oasis, hein, qui étaient communes. Oui, oui. Si tu as du conditionnel, si tu as du conditionnel, je suppose que tu as aussi la notion de produit, des conditionnels sur des produits, sur des noms de produits ou de l'audience. Je ne sais pas si c'est là. Donc, tu as aussi une classification à ce niveau-là. Oui, c'est vrai qu'il y a, oui, à ce niveau-là aussi, oui. Et ça se fait à l'intérieur de la map. Tu gères des index aussi ou pas dans les documentations? Alors ça, c'est le côté où j'aimerais bien en apprendre plus parce que j'ai des index, mais je les fais vraiment de façon informelle en fait. Je compte beaucoup sur la réutilisation parce que vu qu'il y a beaucoup de topics qui sont communs, du coup les termes se retrouvent et c'est comme ça que j'essaie d'utiliser les mêmes termes à chaque fois. Mais il n'y a rien de vraiment formel en fait. Comme je suis toute seule, c'est aussi le piège, c'est de se dire que je vais me rappeler toute seule, quoi. Et voilà. Donc je suis preneuse de bonnes pratiques sur ça. D'accord. Notre deuxième témoin, Géraldine. Je ne sais pas si elle est là, elle se cache, je l'ai vue tout à l'heure. Ah ben oui, c'est en premier. Oui, Elle est la plus haute. Je suis là. Bonjour tout le monde. Je suis Géraldine James. Je suis rédactrice technique chez Exfo, qui s'appelait précédemment Astelia. Donc j'exerce depuis 11 ans maintenant. Exfo se situe dans les environs de Rennes. Et j'appartiens à une équipe qui est constituée aujourd'hui de 4 rédacteurs techniques. Voilà, donc je suis diplômée du fameux master de Rennes 2 que Dominique évoquait en début de présentation. Donc pour moi, c'est plutôt l'ancienne génération, c'est-à-dire c'est plutôt le DESS Vintage langue et technique des années 90. Et ensuite, donc successivement, j'ai exercé des fonctions de terminologue d'abord, puis chef de projet multilingue et donc aujourd'hui rédactrice technique depuis 11 ans.
Pour en revenir à Exfo, donc c'est une société spécialisée dans le domaine des télécoms. On développe plus précisément des solutions d'optimisation des réseaux de téléphonie mobile. Et puis pour vous donner un peu le contexte, on rédige en XML Dita avec Oxygène. Nos sources, notre répertoire source est sous GitLab, gitlab.com. Et on utilise des pipelines de publication automatique qui envoie les documents directement sur un portail documentaire. Donc, pour entamer sur la taxonomie, déjà au départ, quand j'ai été contactée par Dominique, je dois avouer que je me suis un peu gratté la tête parce que, comme Julie, finalement, on en fait sans le savoir. Donc, le portail documentaire dont je parlais peut être, par exemple, un exemple d'organisation des données, puisque dans les grandes lignes sur ce portail, quand on y accède, on commence déjà par classer les données entre d'abord l'entrée qui donne un lien vers une plateforme collaborative, où ensuite on décline toute la documentation par famille, donc user avec les aides en ligne, ensuite des dictionnaires, puis des guides d'administration et de troubleshooting, puis des procédures d'installation, des guides de migration, etc. Donc, ils sont proposés et organisés dans des répertoires différents parce que nos audiences sont différentes aussi, nos utilisateurs finaux. Et puis, la deuxième partie, en parallèle, la deuxième grande section qui est proposée sur la homepage du portail, c'est les livrables clients. Donc là, de la même façon, on a subdivisé en fonction du type de documentation. Puis ensuite, pour un doc user, par exemple, ensuite, on subdivise par type de produit. On a tous nos produits qui sont proposés. Et ensuite, par version de produit. Voilà. Et l'utilisateur final peut télécharger le document en naviguant de cette façon. Un autre exemple, donc Julie parlait aussi tout à l'heure d'Itaval. Donc, chez nous, on organise aussi le filtrage conditionnel. On utilise donc des Ditaval. D'abord, il y a une organisation qui se fait au sein même du contenu des fichiers Ditaval, puis ensuite dans le stockage, la façon dont on va sauvegarder ces fichiers, puis y accéder. Donc, par rapport au contenu, on a différents attributs. Donc, dans un Ditaval, on les présente toujours de la même façon. On commence d'abord par présenter l'attribut audience. Donc, ça peut être interne, client, prospect. Donc, ça nous permet de faire du filtrage sur les contenus en fonction de nos audiences. Ensuite, on a un attribut product. Donc là, on va, en fonction du type on va lister, en fait, appliquer un tag pour chacun des produits quand le filtrage est nécessaire. Après, on a un autre attribut qui est plateforme, puis on a props. Props, ça permet d'identifier et de distinguer les solutions. Donc, une solution, par exemple, legacy, par opposition à une solution cloud ou hybride. Et puis, on a également l'attribut other props, qui lui permet soit de distinguer deux versions de solutions, ou aussi, par exemple, des branches. Parce que, bien sûr, avec gitlab.com, on procède par branche, on travaille, on s'aligne sur ce que font les développeurs. Donc, on a également la possibilité ensuite de faire du filtrage par branche quand c'est nécessaire, quand le contenu est partagé. Ensuite, les Ditaval sont eux-mêmes stockés donc dans un répertoire Ditaval, puis ensuite sont subdivisés par type, par famille de documents, donc administration, installation, user, etc. Ensuite, on a des sous-répertoires par solution, donc Nova Classic, Nova New Generation, etc. Puis ensuite, pour la phase ultime, c'est plutôt le nom du fichier qui va lui-même renseigner et puis classifier donc, sur son utilisation. Voilà, il y a aussi le guide de style. On a un guide de style qui aussi peut renseigner sur la stratégie de taxonomie. Par exemple, on a des règles, comme Julie, on a des règles de nommage des fichiers.
Voilà pour un exemple de nos pratiques. Et la gouvernance de tout ça, c'est-à-dire que quand c'est mis à jour, quand vous décidez qu'il y a une nouvelle propriété ou l'audience, si on décide d'avoir une audience différente, ça se fait comment, la gouvernance? Alors, en fait, s'il y a par exemple un nouveau produit, on va le rajouter dans chacun des ditavales qui sont concernés, puisque comme on fonctionne par exclusion, on procède de cette faççon. D'accord, mais dans le groupe, donc c'est collégial, c'est tous les rédacteurs techniques ou c'est avec parce que Oui, vous avez aussi la plateforme de distribution qui, elle, inclut une structure. C'est vous qui la gérez ou oui, enfin, c'est vrai qu'on peut considérer que ça reste encore un peu artisanal, mais on se le permet parce qu'on est une petite équipe. Donc, c'est plutôt, voilà, on fait des réunions hebdomadaires et on se met d'accord sur l'ajout éventuel d'un tag ou la mise à jour, plutôt de cette façon qu'on procède. D'accord. Et c'est le guide de style qui sert d'un peu Oui, c'est notre référent, oui. de référence pour ça. La terminologie aussi, vous avez une base terminaux ou En fait, formelle? oui, on a des glossaires terminologiques. D'accord. Oui. Et des index ou d'autres métadonnées qui sont Alors, les index, en fait, sont plutôt, il y a un index généré de façon automatique dans chacun des documents quand c'est pertinent. Et c'est généré via les keywords, en fait, les métadonnées en introduction de chaque fichier DITA. D'accord. Très bien. On reviendra quand on aura peut-être des questions. Nos amis de L Acoustics, je ne sais pas, Noël ou Asma, ou Asma. Ça va être Asma toute seule. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, donc oui, nous chez l'Acoustique, donc on est une entreprise qui est spécialisée dans la sonorisation professionnelle de grands stades, de petites salles de théâtre. Donc on est sur du hardware et du software, des appareils électroniques, donc des amplis, des haut-parleurs, mais également des solutions logicielles pour contrôler tout cet environnement. Je me retrouve assez dans la structure mise en place par Géraldine. Donc nous aussi, on est sous DITA, Oxygène, on travaille dans GitLab et on a des builds de transformation qui permettent de générer nos livrables et d'aller les déposer soit pour créer des ressources réutilisables, soit pour vraiment faire de la publication. Dans la manière dont on va classer, donc on est une équipe de 6 personnes, sachant que l'équipe a commencé à une personne, puis 2, et puis voilà, au fil des ans, on a grandi et je pense qu'on a atteint une bonne taille. La prochaine étape, c'est 7. Si je sais compter. Non, je pense qu'on a vraiment on a atteint la taille critique. On est bon. Dans la manière dont on organise et on nomme les dossiers, je me retrouve aussi dans l'exemple de Géraldine. Donc, on va avoir des repos, des dossiers avec soit des ressources partagées, soit par type de produit ou des produits, puisqu'en fait, nos produits sont des systèmes. On va imaginer un système qui va être piloté par un certain type d'ampli. Donc, il y a quand même une famille, enfin vraiment un système audio qui se fait, donc avec des réutilisations d'accessoires, d'accroches pour les accrocher, pour les suspendre. Donc, un produit est en fait vraiment tout un système avec toutes ses dépendances et des compatibilités entre systèmes, entre produits et des amplis, des contrôleurs amplifiés qui peuvent gérer plusieurs systèmes, piloter plusieurs systèmes. Donc, on a des ressources partagées qui sont définies telles quelles. On a sinon des dossiers par système avec un code unique qui est généralement le code projet. Et on va y classer nos fichiers, donc nos data maps,
Audit aval et nos topics. Donc, on ne fait pas forcément dans le nommage la distinction entre les concepts, le troubleshooting, les tasks. On n'en a pas besoin, on va plutôt le faire dans l'organisation par dossier. On va être par thématique, installation, installation, images, où on va avoir les images de dimension, le câblage, la maintenance préventive, maintenance corrective. Et ensuite, on va appeler ces différents topics dans nos publications. Voilà pour ce qui est le nommage, l'organisation des dossiers. Pour ce qui est la liste des documents et les types de lecteurs, on a également plusieurs audiences. On va avoir des utilisateurs directs qui vont être intéressés par nos guides d'installation et par nos manuels du propriétaire. On va avoir des loueurs, donc des entreprises qui vont acquérir le matériel et qui ensuite va le louer, et eux vont non seulement utiliser le produit, mais vont également s'occuper de la maintenance du parc de produits. On va avoir des ingé sons qui vont être intéressés par la partie logicielle, donc comment piloter les systèmes. Donc, on a évidemment on utilise du profilage, du profiling pour identifier, pour identifier les différents contenus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans notre plateforme de publication, donc d'accès, on va déjà séparer une plateforme à accès restreint pour tous les documents de maintenance avancée qui ne s'adressent qu'à nos distributeurs certifiés. On a ensuite notre site web qui est notre plateforme de distribution de docs utilisateurs où là, le point d'entrée, ça va être le type de document. Donc, manuel utilisateur, document de maintenance, bulletin technique. Et ensuite, le lecteur, l'utilisateur peut retrouver la documentation associée pour son système. Et là, dans le nom de fichier, on a le nom du produit. C'est une plateforme web où vous utilisez des choses comme Fluid Topics ou un Dynamic Delivery? Je pose une question, je sais pas. Non, mais elle est excellente cette question. On a Fluid Topics, on veut utiliser Fluid Topics, on utilisera Fluid Topics si tout va bien. On était un peu restreint par les possibilités du site web. Pour le moment, c'est vraiment un dépôt PDF, ce qui nous chagrine. On voudrait passer à une distribution automatique. Mais c'est vrai qu'on a Fluid Topics, mais c'est utilisé pour le moment pour une plateforme de données en R&D, puisqu'on fournit en fait toutes les données techniques en interne pour toutes les autres équipes sur les spécifications des produits. Et ce sont des données confidentielles et il faut vraiment qu'on l'exporte ailleurs pour pouvoir reprendre la main sur Fluid Topics. Mais si vous avez envisagé Fluid Topics, vous êtes certainement posé la question des facettes derrière. Oui. Donc les facettes, c'est typiquement de la taxonomie avec des listes, donc ça, je suppose que vous avez déjà commencé à travailler dessus? Oui, on a déjà commencé. On a arrêté de travailler dessus il y a quelques années. J'ai repris de mon prédécesseur Lionel Moiseau, qu'il avait mis en place, et c'est un chantier à reprendre. Là, ces 2-3 dernières années, le focus était de faire grandir l'équipe et puis surtout de survivre au Covid, puisqu'on a beaucoup souffert de la fin des événements, enfin de l'événementiel. Donc, on a traversé une petite période de crise et de disette, mais là, on repart sur des projets d'amélioration continue. D'accord. Et donc, les facettes, donc la gouvernance de tout ça, c'est quoi? C'est guide de style aussi? C'est de tous ces éléments? Parce que vous avez une équipe de 6 personnes, on commence à avoir besoin d'un peu de gouvernance. Alors, cette gouvernance, on l'a fait de 2 manières. On a un wiki qui formalise absolument tout, nos process, notre architecture d'information, tout est formalisé, on le tient à jour, et par des comités éditoriaux, c'est-à-dire on est vraiment en mode collaboratif, on se sollicite,
On se tient informé lorsqu'il y a un nouveau besoin, on en parle, on prend des décisions ensemble et ensuite on les formalise dans le wiki. D'accord. Et est-ce qu'il y a de la participation avec les équipes de R&D aussi? Parce que je suppose qu'il y a, enfin, il y a le reste de la société. Tu disais qu'il y avait les codes projet qui étaient des éléments importants. Donc ça, je suppose, c'est pas l'équipe de documentation, ça vient d'une équipe de production ou opérationnelle. Tu as des codes. Est-ce que dans votre gouvernance, il y a des gens d'autres organisations qui participent ou... Alors, on se calque un petit peu à ce qui est fait. On réutilise, on réutilise et on extrait des données de notre ERP. On est plutôt consommateur. On va par exemple extraire, ça c'est une taxonomie qu'on pourrait citer, on a tous les kits de réparation qui sont vendus par système, qui sont commandables et qui sont faits par la production, qui sont consignés dans notre ERP et on a une routine qui tous les jours va extraire les informations de ces kits de réparation, de ces baumes, sous un format XML et nous derrière on a créé une routine qui nous permet de recréer en fait une taxonomie où on va retrouver pour chaque système les kits de réparation qui sont applicables, qui peuvent être commandés. Donc, par exemple, un haut-parleur à remplacer sur un système spécifique et le contenu de ce kit de réparation. Donc, le nombre de vis, la référence du HP, le nombre de joints à recoller. Tout cela, on le transforme en fichier DITA. On a un DITA map avec des sous-topics et avec tout le contenu de ce kit de réparation qu'on réutilise après dans nos manuels de maintenance. Ça, c'est une façon effectivement de réutiliser les données du système pour se recréer une taxonomie et avoir comme ça toutes les informations de mise à jour, puisque c'est de la vis série. Les changements de vis sont très, très fréquents et on récupère toutes ces informations automatiquement dans nos manuels. Voilà, sinon, non, on a essayé de travailler avec d'autres équipes, par exemple l'équipe Education pour les supports de formation, mais on est encore un petit peu... Oui, merci Nolwenn pour la baume Bill of Material, c'est exactement ça. Mais on a encore des problèmes d'adhésion, en fait. C'est difficile de faire travailler des personnes qui ne sont pas forcément habituées à travailler déjà avec du DITA, mais en plus dans Git. Donc voilà, c'est un process pour amener d'autres équipes à utiliser nos outils. D'accord. On reviendra peut-être. Donc Frédéric, Autre sujet. les femmes d'abord, donc les hommes en dernier. Donc, Merci. à toi de continuer en tant que témoin. Donc, Bonjour, je vais vous donner un petit peu de contexte. Donc, moi, c'est Frédéric, je travaille pour la société Biomérieux. Donc, on est une société spécialisée dans le médical, spécialisée dans le diagnostic in vitro. Alors, on fabrique à la fois des tests donc, pour les analyses faites en laboratoire et puis aussi des instruments ou des systèmes complets, des fois avec de l'instrument et du soft, pareil pour des laboratoires d'analyse médicale. Et on a aussi une partie qu'on appelle industrie, en fait, qui correspond à tout ce qui va être l'industrie cosmétique, l'industrie vétérinaire aussi, enfin, tous les autres domaines pas patients, on va dire. Moi, je m'occupe en fait du système de gestion de contenu. Donc, on a mis en place depuis 2016 chez nous un système de gestion de contenu. On a une équipe de rédacteurs qui monte à peu près à entre 20 et 25 rédacteurs qui sont répartis aux US et en France. Et pareil, quand on a commencé à parler de taxonomie, je me suis dit, mais non, mais nous, on fait pas de taxonomie. Et puis après, quand on a commencé à en discuter, à essayer de voir un peu ce qu'on pouvait appeler taxonomie, à y réfléchir, à regarder un peu, c'est effectivement, quelque part, on fait de la taxonomie, et je crois sur un peu le même type de données que celui qui a déjà été évoqué tout à l'heure, je pense que par Géraldine, notamment sur les types de produits. Il y a beaucoup de contenus en fait qu'on va en fait taguer en fait par des attributs produits notamment sur une gamme où on va avoir certaines variantes. Donc sur par exemple un instrument, on va avoir suivant en fait la capacité de l'instrument qui est délivrée en deux variantes, on va taguer si c'est la première variante ou la deuxième variante.
Et on tag aussi des contenus suivant l'utilisation, alors plus pour la partie soft, quand c'est une utilisation dans un environnement Windows 7, Windows 10. Alors, nous, en fait, la taxonomie elle a toujours été un peu drivée par des besoins. En fait, en gros, nous, on fait essentiellement du PDF. On commence à faire du web help, mais c'est encore très, très marginal. Et en fait, ça a toujours été drivé par notre besoin. Qu'est-ce qu'on veut essayer de partager et différencier, en fait. Donc, on distingue aussi beaucoup avec l'usage en fait, qui est fait du contenu. Est-ce que c'est un contenu qui va être utilisé dans un cadre IVD et donc pour la notice d'un produit IVD, donc IVD donc pour le patient? Est-ce que c'est plutôt un contenu qui va être utilisé pour de l'industrie, donc cosmétique, vétérinaire, etc. Ou est-ce que c'est un contenu qui va être utilisé pour de la recherche? On fait aussi, sur le type d'usage, en fait, on vient un peu catégoriser nos contenus. On fait, en réfléchissant un peu, on fait aussi, si on peut appeler ça, je ne sais pas si, du coup, je ne sais toujours pas si on peut vraiment appeler ça de la taxonomie, mais en fonction des pays, en fait. Il y a certains contenus, donc on a des contraintes réglementaires, j'imagine, qui sont un peu assez fortes. Et suivant les pays, on a des choses réglementaires à afficher en plus, notamment pour le Brésil, la Russie. Et du coup, on a comme ça aussi dans notre système certains contenus qui sont balisés comme étant à destination du Brésil ou à destination de la Russie, par exemple. J'entendais aussi tout à l'heure, on parlait d'audience. On utilise assez peu finalement l'audience, en fait, puisque dans le système, en fait, le choix a été fait dès le départ de faire des documents en fait, qui auraient vocation à être délivrés aux clients finaux. C'est-à-dire que tout ce qui était, par exemple, documentation de service, donc d'entrée, on l'a exclu du scope en fait, du système de gestion de contenu. Donc finalement, on a essentiellement donc, notre audience, c'est notre client. Et après, on ne fait pas vraiment la distinction. On fait la distinction sur quelques contenus comme ça, mais c'est assez exceptionnel où on va dire bah, ça, c'est plutôt interne, dans le sens où c'est pour notre client interne, on a un service validation, par exemple, qui va valider le produit et la documentation qui est livrée avec le produit. Et en fait, on essaie de leur afficher des informations. On va imprimer en fait un PDF qui va afficher cette information comme taguer comme étant interne parce qu'elle ne concerne vraiment que la validation et elle doit leur permettre eux de vérifier que on a bien par exemple documenté un risque qui avait été identifié lors d'une analyse de risque. Donc c'est quelque chose qu'on affiche exclusivement pour la validation. Et puis après, on utilise aussi, on fait un peu de taxonomie sur des keywords, notamment, là, c'est plus par rapport au système qu'on utilise pour nous permettre de retrouver facilement nos contenus. Les maps, par exemple, on va venir leur mettre en keyword la référence produit en fait, dans notre système SAP et ça va permettre comme ça, tout de suite, rien qu'en tapant la ref produit, de pouvoir retrouver la map qui correspond à cette ref produit. C'est un peu similaire à ce qu'on avait déjà, je pense. Et donc tout ça, donc là, vous avez une équipe de 20 personnes et réparties. Donc je suppose qu'il doit y avoir une gouvernance assez importante. Alors on est deux personnes en fait à administrer, on va dire le système de gestion de contenu. Donc une personne aux US et puis une personne ici en France. Et puis après, on essaye comme ça de partager sur des points communs, d'arriver à des accords, c'est de trouver des points d'accord pour partager en fait la manière dont on utilise le système. Donc ça, on a des réunions bimensuelles. Et puis, on a tous les 15 jours, côté France, on a une réunion avec tous nos utilisateurs, tous nos rédacteurs, tous ceux qui interviennent en fait, dans le système en tant que rédacteurs. Et c'est justement à chaque fois l'occasion pour eux de nous faire remonter un peu leurs besoins et nous de voir un peu comment on peut y répondre et que tout le monde en fait adhère en fait à la solution qu'on va leur proposer, sachant que notre leitmotiv dans la majorité des cas c'est restons le plus simple possible parce qu'on a après des personnes aussi du support qui intervient notamment pour générer des PDF en fonction du Taval. Et du coup, vraiment, notre idée, c'est qu'il faut que tout ça reste quand même le plus simple possible parce qu'il y a des intervenants différents, enfin, qui ne sont pas forcément de la rédaction, donc qui sont juste là pour faire, qui font de la génération de PDF. Certains qui sont juste de passage pour un mois ou deux, donc on essaye vraiment de garder ça le plus simple possible. À regret, des fois.
Et la trace de tout ça, c'est un guide de style aussi, c'est là où c'est capitalisé. Et alors, on essaye de faire un guide de style. On a un guide de style. Après, on essaye de le mettre à jour le plus souvent possible. On est par contre toujours un peu en retard. Mais oui, dans l'idée, c'est ça, c'est qu'on essaye d'avoir un guide de style le plus à jour possible. Puis on partage aussi on a des équipes Teams et on partage dessus donc des informations comme ça qui peuvent être faites ponctuellement sur certains points particuliers. Oui. Est-ce que, merci Frédéric, je n'ai pas bien compris. En fait, tu disais finalement, il ne faut pas trop compliquer pour la production de contenu. C'est pour, donc, en évoquant des personnes qui venaient ponctuellement ou pour une prise en main assez facile, c'est au moment de la sélection des aval et de la production de contenu ou c'est plus sur l'organisation du contenu dans le système? C'est plus sur le balisage des contenus, en fait. Il y a peut-être des choses on aurait pu pousser. Par exemple, bah là, la dernière question, je crois en date, c'était l'histoire du Brexit. Est-ce que du coup, il y a certains contenus, est-ce qu'on crée un attribut exprès pour le UK ou pas? Ou est-ce que bah, finalement, sachant que si on crée, ce que je veux dire, c'est que si on crée un nouvel attribut, ça veut dire un nouveau aval exprès pour le UK, ça veut dire pour l'équipe support qui utilise vraiment le système juste pour générer des PDF, ça veut dire du coup, pour eux, c'est encore un risque d'erreur à choisir le bon aval. Donc, on essaye souvent comme ça de réduire et à limiter la création de nouveaux attributs. Et on pourrait faire tellement plein de choses en plus. Ouais. Et comme métadonnées ou les index, keywords qui permettent de rechercher, de faire plus tard, de faire pour l'utilisateur, disons de la recherche pour l'utilisateur, c'est des choses que vous posez? Pas pour l'instant. Par contre, je pense que plus on va aller vers le web app, au format HTML, livrer de la documentation au format HTML, je pense qu'effectivement, il y aura plein de nouvelles questions à se poser sur effectivement toute cette taxonomie, les keywords qu'on peut rattacher, etc. Mais pour l'instant, on utilise des keywords, mais c'est uniquement pour rechercher des contenus à l'intérieur de notre système de gestion de contenu. Sachant que j'entendais les problématiques de classement de fichiers, tout ça, on les a pas vraiment dans le cadre du système de gestion de contenu, puisqu'on a un module de Dynamic Release Management, et en fait, chaque contenu est, pour simplifier, est stocké en fait un peu dans un tiroir. Donc, on sait que si on ouvre tel tiroir, on va trouver tel contenu, les contenus dédiés à ce tiroir. Je ne sais pas si je suis très clair sur le tiroir. Si, pour moi, c'est clair, mais évidemment. Oui, je pense. D'organiser, c'est une manière d'organiser. Voilà, si je résume un petit peu tout ce qu'on a vu, en fait, la taxonomie, elle est souvent dans un premier temps pour fonctionner dans une équipe, pour trouver les contenus et pour gérer les contenus. Dans un premier temps, on se pose pas tellement la question côté utilisateur, comment la recherche, la consommation par l'utilisateur. Je suis un peu rapide, je suis pas nos témoins. C'est ce que j'ai noté aussi. Que c'était la première chose qui venait en tête finalement, c'était cette histoire d'organisation qui se posait directement, que ce soit dans un CCMS ou en stockage ou sur Git ou il y a un moment où il faut. Par contre, il n'y a pas une façon de faire. On voit bien que chaque entreprise va travailler soit par des étapes dans le cycle de vie du produit ou par type de produit. Enfin, c'est assez. Ça, par contre, c'est assez flexible. Je m'arrête là. Voilà, donc, je vois qu'il y a des sujets qu'on voit des fois dans les salons sur la partie taxonomie, effectivement, qui est la terminologie. Au-delà du tagging, la terminologie de rédaction et voir les thésaurus. Donc, ça, pas trop utilisé. Puis après, la partie, effectivement, on va le voir dans le Dynamic Delivery, les facettes pour arriver à justement faire en sorte que l'utilisateur les trouve. Alors, avec un peu de chance, les facettes des utilisateurs correspondront quand on fait la décomposition en produit ou en version de produit, on va les retrouver certainement dans les facettes des utilisateurs, mais il peut y en avoir d'autres aussi, des mots de recherche ou des synonymes, des choses comme ça qui ne sont, donc ça pour l'instant, pas une grande utilisation, si je vois. Est-ce qu'il y a d'autres... Pardon, vas-y.
Non, non, oui, oui, enfin, je crois que l'entrée, elle est assez nette. Ce qui est rigolo, c'est qu'au final, ce qui se fait au moment de la classification des produits en interne, d'organisation de contenu pour la production, on va la retrouver, mais on va retrouver qu'un ou deux, enfin, on ne va pas la retrouver telle qu'elle dans la publication. En réalité, il y a vraiment une taxonomie interne et puis il y a une taxonomie que voient les clients, donc ça, qui apparaît par le site web ou par l'organisation des contenus ou de recherche ou de nommage des PDF, si c'est du PDF, etc. Donc il y a deux taxonomies au minimum. Moi, c'est ce que j'ai bien entendu. Avec un peu de chance, un peu de recouvrement, je suppose, mais pas. Ben, recouvrement nécessaire, mais c'est pas, mais pas total en fait, si j'ai bien compris. Et puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'au final, alors finalement, ben, la maintenance, c'est clairement, donc c'était parfait parce que Julie ben, est toute seule, et puis chez Frédéric, on a 25 personnes. On voit bien les différentes évolutions. Donc, il faut que ce soit maintenu par. Il y a toute une partie qui doit être maintenue et marquée dans un guide de style, par exemple, ou dans des pratiques, ou dans les conditions d'utilisation directement en fait, dans le système, j'imagine. Moyennant quoi, on voit bien que c'est un truc qui n'est pas totalement de la responsabilité le rédacteur fait pas vraiment ce qu'il veut parce qu'au final, on a bien entendu qu'aussi que on consomme la taxonomie de l'ERP, par exemple, ou du système de gestion des kits de maintenance, ou voilà, donc, les codes produits qui sont créés par ailleurs. Donc, il y a aussi non seulement une taxonomie interne gérée sous le périmètre du rédacteur, mais il y a aussi, bien entendu, des informations qui viennent d'ailleurs hein, et qui sont aussi partagées avec d'autres systèmes. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi. On avait l'identification des projets ou les nommages de références qui viennent d'ailleurs et qui doivent être des références uniques, par exemple, mais partagées par les autres systèmes. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant aussi à ce niveau-là. Est-ce que dans l'audience, il y a des gens qui ont des expériences spécifiques hein? Je sais pas, non, personne. Solena ou Yves, des gens. J'avais juste une petite remarque, si j'ai 1 ou 2 minutes. Bien sûr. En fait, pour moi, taxonomie, ça faisait référence à quelque chose d'assez spécifique. Bah, évidemment, on a tous nos moyens de classifier nos dossiers dans l'entreprise, sinon on s'en sortirait jamais. Mais taxonomie, c'était pour moi les nouvelles fonctionnalités que les CMS ont implémentées il y a quelques années, ça a apparu un petit peu partout, qui est de pouvoir justement taguer tout le contenu de façon unique, intégrée, tout le contenu sur des critères sémantiques de façon à pouvoir faire des recherches, tri, filtrage sur une base sémantique. Et ils offraient donc pour cela la disponibilité généralement c'était 2 champs en métadonnées, une pour une clé, une autre pour une catégorie spécifique. Enfin, je sais, il y avait 2 champs. Je ne m'y suis pas beaucoup intéressé parce que j'étais assez sceptique, mais ça permettait en fait de taguer vraiment tout le contenu et ensuite d'organiser ces catégories en les reliant entre elles, soit hiérarchiquement ou par réseau. Et de cette façon, tout le monde dans l'entreprise pouvait chercher n'importe quel objet en utilisant cette taxonomie. Donc, j'insiste beaucoup sur les caractéristiques d'exhaustivité, ça devait vraiment couvrir tout le contenu. Parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'était la terminologie qui est vraiment le sous-ensemble de termes techniques, uniquement métier. Mais là, la taxonomie, c'était surtout. Et je ne me suis pas beaucoup intéressé parce que ces systèmes-là, je les trouve quand même assez... s'ils doivent couvrir tout, ils sont assez sensibles, vulnérables au changement. Donc, dans le cas de Frédéric, par exemple, il y a les changements de réglementation. Si on commence à catégoriser les choses
selon la réglementation, en fait, la réglementation, ça change tout le temps. C'est un enfer, si je me souviens bien. Il y a les changements de nom auxquels moi, j'ai été personnellement confronté. Je travaillais sur une suite de logiciels avec 4 modules. Ils avaient changé de nom juste avant que j'arrive, et pendant que j'étais là, ils ont changé de nom une 2e fois, et puis une 3e fois. Et ensuite, il a fallu fusionner avec une autre suite de logiciels qui avait aussi changé de nom, et dont certains noms étaient identiques à la suite de logiciels sur laquelle je travaillais. Et là-dessus venait un autre module tout nouveau qui avait 3 noms différents en fonction du service de l'entreprise. Donc, ça aussi, on ne pouvait pas vraiment utiliser la taxonomie. Et puis, il y a aussi, c'est surtout le témoignage de Julie qui m'y a fait penser, le changement dans l'expertise qu'on a du métier. C'est-à-dire qu'on crée une catégorisation de tout le contenu. Mais à mesure que notre connaissance du métier et du sujet progresse, la façon dont on catégorise les choses change radicalement. C'est la façon dont se constitue l'expertise, en fait. Et du coup, une façon de catégoriser à un moment, 1 an ou 2 après, on le considérera comme faux ou absurde ou inutilisable. Donc du coup, voilà, c'est ça que je voyais sous le terme taxonomie, c'est cette fonctionnalité qui permettait cette classification de tout le contenu, mais enfin, moi, ça me semblait quand même assez peu résistant au changement. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu, en fait, commencé à utiliser cette fonctionnalité du CMS qui sont proposées. Bah, je ne suis pas sûre que ce soit nécessairement lié au CMS. En fait, le fait de pouvoir faire la chose, sauf si on parle d'un outil qui est capable de générer une taxonomie à partir du contenu qui est dans le système. À ce moment-là, on parle, je ne sais pas si c'est ça dont tu parles, mais il faut bien qu'à un moment, il y ait quelqu'un quelque chose qui crée la taxonomie. Donc, le fait Oui, il faut porter créer les termes. Oui, tout à ben fait. oui, de libeller les contenus Voilà. qui sont Et après, intéressants. les utiliser. Mais au départ, C'est ça. effectivement, quelqu'un prend la décision d'appeler ce genre de choses-là avec ce mot-là, oui, effectivement. Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu disais sur justement cette idée à mesure que l'expertise augmente, on se dit finalement la manière dont je catégorisais précédemment, eh ben, peut-être qu'elle a plus sens. Et ça, je pense que c'est vraiment, je ne sais pas si d'autres personnes, moi je sais que oui, quand on organise la première, enfin oui, ces dossiers, on voit bien, même ne serait-ce que sur des contenus type de musique, de fichiers musicaux, ce genre de choses. On voit bien que les choses évoluent. On va mettre ensemble, je ne sais pas, sur une étagère à épices. Au début, on met un peu, voilà, et puis au bout d'un moment, on met ensemble ce qu'on sait qui fonctionne ensemble aussi. Enfin, je ne sais pas si d'autres personnes ont eu cette évolution-là d'une catégorisation qui est de toute façon nécessairement fluide sur leur contenu. Est-ce que il y a d'autres personnes qui ont eu ça? Enfin, bon, alors là, je donnais des exemples un peu externes, mais c'est pour ça qu'on voit avec les clients, on voit souvent l'aspect de gouvernance qui est assez importante parce que justement parce qu'il y a des changements comme ça, ils identifient des changements, des besoins de changement et c'est l'aspect gouvernance, transition, comment on fait pour reprendre la mise à jour des contenus, et ainsi de suite, qui me semble importante. ouais. Et puis il y avait une deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir sur le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est que finalement, c'est ce qu'on a dans le classement du vivant avec la pyramide, c'est-à-dire qu'il y a 2 objectifs, c'est bien un inventaire, c'est quelque chose qui va tout balayer au moment T, hein. Évidemment ça évolue possiblement ensuite, et puis aussi il y a un classement, c'est-à-dire mais comment on fait, il faut que ce soit suffisamment fin pour qu'il y ait une différence entre il faut pouvoir différencier les éléments en fait. Donc si on tag tout en disant tout ça c'est du contenu, voilà, ça ne va pas être suffisant. Oui, c'est du contenu. Puis c'est aussi, là, j'ai du support là, c'est des choses à faire. Et puis là, c'est des choses à faire pendant la maintenance. Et puis là, c'est des choses à faire pendant la maintenance sur cette version de cet outil. Donc, il y a aussi le fait de classer, en fait, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit classé de manière suffisamment fine pour que ce soit utilisable, en fait.
Je pense que ça, c'était intéressant comme point à faire. Tout le monde va s'en aller, il est 14 heures. Ok. Écoutez, très bien. Merci à tous de votre participation. Merci à vous aussi par avance de toutes vos suggestions pour de nouvelles tables rondes, de nouvelles des webinars et pour nous aider à faire vivre notre communauté. Je vois que plus on fait de tables rondes, plus on est nombreux. Donc, je pense que c'est un signe qu'on répond à certaines questions, à certains besoins au moins. Donc, merci encore. Et puis, donc, l'enregistrement sera disponible sur notre site très bientôt. Voilà. Au revoir. Merci à tous. beaucoup. Au revoir. Beaucoup, au revoir. Au revoir.